Bonjour à tous, vous écoutez le Jour Pop Off, le format sans filtre, sans filet du Jour Pop classique. On parle d'actu pop, on parle de sujets divers et variés et aujourd'hui, évidemment, j'avais envie de vous parler de Cowboy Carter, le nouvel album de Beyoncé. Un petit jingle et c'est parti. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est le troisième jour pop-off que je réalise. Je teste encore un peu ce format et je m'étais dit que ce serait intéressant d'évoquer en tout cas la sortie de l'album de Beyoncé parce qu'une sortie d'album de Beyoncé c'est toujours un événement. Et justement pourquoi après 20 ans de carrière solo, plus de 25 en comptant les Destiny's Child, pourquoi Beyoncé réussit encore à créer l'événement? Comment en tout cas sa carrière a pris un tournant qui peut-être lui permet d'être une plus grande star qu'elle ne l'a jamais été, mais pourquoi d'un autre côté je trouve que personnellement elle s'est aussi éloignée de son public et elle a perdu le côté populaire qu'elle avait. Voilà. Donc c'est un peu de tout ça dont j'ai envie de vous parler et évidemment de ce que j'ai pensé de cet album Cowboy Carter. Évidemment, vous êtes les bienvenus dans mes DM et dans mes commentaires sur Insta, sur TikTok, sur Twitter aussi, même si je suis un peu moins actif, pour qu'on échange dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter sur la pop et sur Beyoncé, évidemment. Cowboy Carter, il est sorti vendredi, donc ça fait moins d'une semaine qu'en tout cas je l'ai apprivoisé, même si j'ai passé ce long week-end de 3 jours à l'écouter pour essayer de me faire un avis, parce que c'était pas évident de me faire un avis sur ce disque. Je suis très ambivalent en fait, à la fois sur cet album et à la fois sur Beyoncé, parce que je reconnais que c'est un projet hyper intéressant, hyper abouti, mais d'un autre côté, je vais pas vous mentir, j'ai du mal à aller au bout, à tel point que je me suis même fait une playlist où j'ai raccourci, en fait, j'ai choisi certains titres pour que l'album soit plus court et que je le trouve plus digeste. Donc voilà, est-ce qu'un bon album a besoin d'une version courte? Je pars du principe que personnellement, un bon album fait entre 12 et 13 chansons et dure entre 45 et 50 minutes. Donc c'est vrai que là, Cowboy Carter frôle l'heure et demie. Il est très dense, mais peut-être un peu trop. Alors déjà, une remise en contexte. Cowboy Carter, c'est le 8e album de Beyoncé. C'est le deuxième acte d'une trilogie qui a commencé il y a 2 ans, en 2022, avec Renaissance. Un album disco house qui revendiquer en tout cas l'héritage afro-américain avec un accent aussi envers la culture ballroom et à quel point elle avait contribué à l'émergence en tout cas de ce style musical. Donc c'était un vrai parti pris de la part de Beyoncé. Et Cowboy Carter, c'est un peu la même logique mais avec la country music. Et il faut savoir que Cowboy Carter a en réalité, même si c'est le deuxième acte, été pensé et réalisé avant Renaissance. Donc c'est vraiment le tout début en fait de cette trilogie. On ne sait pas encore ce que sera l'acte 3, même si beaucoup de rumeurs sur Twitter, notamment sur X, pardon, disent que ce sera un album rock et metal. Bon, on verra. En tout cas, Cowboy Carter est lui tourné vers la country music. Et Cowboy Carter puise en tout cas sa jeunesse dans une chanson que Beyoncé avait sortie en 2016 qui s'appelle Daddy's Lessons. Une chanson qui était très country, qui parlait notamment de la relation compliquée qu'elle a avec son père, mais ça je pense que je vais aussi en parler un peu plus tard. Donc une chanson qui tranchait vraiment en tout cas dans cet ensemble qui était Lemonade, mais Lemonade c'est un album très important qui est peut-être pour moi le meilleur album de Beyoncé parce que il synthétise en tout cas vraiment tout ce qui est Beyoncé et finalement tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans Renaissance, donc Cowboy Carter, ça vient aussi de Lemonade. Et Lemonade était déjà l'aboutissement d'un long processus, donc il est vraiment, c'est la pièce maîtresse en tout cas de l'œuvre de Beyoncé, c'est la clé de voûte comme on dit. Et cette chanson, Daddy Lessons, Beyoncé elle l'avait chantée au CMA, donc les Country Music Association Awards, donc une cérémonie les Grammy en tout cas de la musique country, voilà, aux États-Unis pour faire simple. Et donc ça c'était fin 2016 et elle l'avait chanté avec les Dixie Chicks qui se sont rebaptisés les Chicks.
donc qui est un groupe de filles qui font de la country music, et ça avait fait polémique. Parce que d'un côté, certains trouvaient très bien que Beyoncé, qui est une pop star, qui vient du R&B, puisse se tourner vers la country music, mais justement, et d'un autre côté, les purs artistes country n'étaient pas très contents de voir une artiste comme Beyoncé, et disons-le, une artiste noire aussi, prendre la scène et, quelque part, s'approprier leur musique. Donc c'est tout un truc. On parle d'appropriation culturelle, mais presque inversée. Enfin bref. Parce qu'aussi, quelques mois plus tôt, Beyoncé, elle avait aussi été sujet à pas mal d'actes racistes, parce qu'il y avait eu des boycotts Beyoncé. Parce que pour rappel, le premier single de l'album, Formation, il dénonçait aussi la condition afro-américaine aux États-Unis. Et le clip mettait aussi en avant le traitement de la police, l'ouragan Katrina qui avait principalement touché les populations noires à la Nouvelle-Orléans, c'était en 2005, je crois, de mémoire. Donc, elle était dans un vrai postulat, dans un vrai parti pris politique, et à ce moment-là, en tout cas, la société américaine était déjà très clivée sur le sujet, et ça ne s'est pas amélioré, et pas seulement aux États-Unis. Bon, ça c'est un autre sujet. Et après avoir été frontalement confrontée à cette forme de racisme après son apparition au Country Music Awards, Beyoncé, elle s'est décidée, du coup, à reprendre la main sur ce style musical qu'est la country music, qui a été créé à l'origine par les Afro-Américains, qui ensuite a été récupéré par les Blancs, et pour revendiquer totalement l'héritage de cette musique. Donc cet album, il est très engagé. Et je pourrais aussi parler de sa pochette, pas la pochette qu'on connaît, pas celle qui est sur les plateformes de streaming où elle est sur son cheval avec son drapeau américain, mais la pochette alternative qui est celle du vinyle, qui est en vente sur son store, qui semble alors apparemment être la première pochette et même le premier projet de l'album. Vous n'êtes pas sans savoir, je crois que ça s'est un peu amélioré, mais que l'industrie du vinyle est bouchée, parce qu'il y a de plus en plus de vinyles qui se sont édités. Et il y a eu de moins en moins d'entreprises, il y en a beaucoup qui ont fermé dans les années 90 et 2000, donc il n'y en a plus qu'une poignée qui produisent des vinyles pour le monde entier. Et donc du coup, pour sortir un vinyle en temps et en heure, il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Et c'est ce qui semble s'être produit avec l'album de Beyoncé, parce que sur la pochette et même la tranche du vinyle de Cowboy Carter, il n'est pas mentionné Cowboy Carter, il est mentionné Beyoncé. Beyoncé avec un I à la place du O. Et sur la photo, Beyoncé est en indienne, on va dire. Elle a un look comme ça, d'Apache. Et elle porte une écharpe, comme une écharpe de Miss France, où il y a écrit Beyoncé. Et alors, j'ai lu une histoire là-dessus qui dit en fait tout de ce qu'est ce projet aussi Cowboy Carter, et à quel point Beyoncé est intelligente. À quel point, en tout cas, ses projets sont très réfléchis. Beyoncé, en fait, c'est le nom de jeune fille de sa mère Tina, qui a décidé de donner son nom de jeune fille à sa fille. Bref. Et celle qu'on connaît aujourd'hui, la mère de Beyoncé sous le nom de Tina Knowles, s'appelle à la base Célestine Beyoncé. Beyoncé étant du coup son nom de jeune fille. Et elle a raconté un jour qu'en fait, dans sa famille, donc sa mère, avec ses oncles, ils n'ont pas le même nom de famille. Certains, en fait, s'appellent Beyoncé, certains s'appellent Beyoncé. Parce qu'à l'équivalent de l'état civil américain, quand on a renseigné son nom, les agents d'état civil, en fait, se sont trompés. Mais en fait, n'ont pas pris la peine de corriger, justifiant que c'était déjà bien que des Noirs aient le droit à un état civil et même le droit à un nom, et qu'ils s'appellent Beyoncé ou Beyoncé, ils devaient déjà être heureux d'avoir une carte d'identité. Je vous fais le résumé de l'histoire, mais en gros, c'est ça. Et donc, Beyoncé Knowles, a des cousins dont le nom est Beyoncé. Parce que des agents d'état civil blancs, racistes du coup, n'avaient pas pris la peine d'écrire le bon nom. Et glisser ça sur l'écharpe, en tout cas sur le visuel, quand on connaît ensuite l'histoire, c'est très très fort. C'est très très fort parce que ça dit tout du postulat en tout cas de cet album, qui est d'afficher frontalement un acte raciste qui peut paraître anodin, mais qui en fait en dit beaucoup. Alors, peut-être que cet album s'appelait Beyoncé
à la base, mais que du coup ça pouvait être confusant parce qu'elle a déjà un album qui s'appelle Beyoncé, l'album visuel, ou peut-être parce que, marketingment parlant, Cowboy Carter, ça fonctionne vachement bien. On sait que Cowboy, c'est la musique country, et Carter, globalement, tout le monde sait aujourd'hui que Miss Carter, c'est Beyoncé, parce que Jay-Z, son nom, c'est Carter. Enfin, bref, je pense que je vous apprends pas grand-chose, parce qu'elle avait déjà marketé ça avec le Mrs. Carter Tour, mais peut-être que vous découvrez ça, et je suis ravi de vous l'apprendre. Donc là, il y a un parti pris vraiment totalement engagé. Autant dire que la jeune fille qui chantait Bootylicious, Crazy in Love ou Single Ladies, elle est bien loin. Mais c'est quelque chose qui est mûri depuis déjà quelques années, en tout cas dans le processus créatif et dans ce qui est devenu Beyoncé. Et c'est quelque chose qui, en tout cas, je trouve, prend sa naissance avec l'album 4, l'album numéro 4, son 4e album du coup, qu'elle a sorti en 2011 et qui était déjà un album, pour moi, un album aussi important que Lemonade dans sa carrière. Alors, je sais que cet album, il n'est pas très apprécié. En tout cas, je trouve qu'il n'est pas personnellement apprécié à sa juste valeur. Moi, c'est un album que j'adore. Donc, je suis contente de pouvoir en parler, en tout cas dans l'espace qui m'est donné avec ce podcast, parce que c'est vraiment la transformation de Beyoncé entre une pop star, disons, assez générique, en tout cas, avec une pop star qui a des choses à raconter et une vraie vision artistique. Voilà, le tournant, il a vraiment eu lieu avec cet album, et en tout cas, c'est comme ça qu'elle se l'est, en tout cas, qu'elle l'a vendu à l'époque, parce que avant, Beyoncé, elle était managée par son père, Matthew Knowles. Grosso modo, c'est un peu la même situation qu'avec Michael Jackson avec son père, c'est-à-dire que c'est lui qui a créé les Destiny's Child, qui a créé même les groupes qu'il y avait avant. Et du coup, avec cet album fort, elle a décidé, en tout cas, de rompre avec son père. Il y avait tout un communiqué à cette époque-là, c'était l'album de l'émancipation, c'était l'album de ses 30 ans aussi, donc il y avait tout un processus, en tout cas, fait autour de cet album fort, qui est, je trouve, hyper intéressant, parce que ce qu'elle voulait, c'était faire des chansons intemporelles qu'elle pourrait chanter quand elle aurait 40, 60 et quelques années. Donc du coup, ça se ressent, parce qu'aujourd'hui, c'est l'album qui a donné des titres comme Love on Top, qui a donné un titre comme Round the World, qui a donné un titre comme 1+1, qui a donné Countdown, qui a donné Party, qui a donné End of Time. Bref, je trouve des titres vraiment intemporel. Petite parenthèse sur Run the World, qui est quand même très marqué dans son époque avec Major Lazer, mais qui ressemblait à rien de ce qui se faisait, donc qui est quelque part devenu le son de Beyoncé avec ce titre. Et elle en a tellement fait un hymne féministe que finalement il est devenu assez intemporel. Et donc cet album fort, il est vraiment intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est à partir de ce disque que Beyoncé a décidé de devenir sérieuse, entre guillemets. Est venu ensuite l'album Beyoncé, qui a vraiment marqué, parce qu'il y avait une stratégie marketing incroyable derrière, qui a en partie bouleversé l'industrie du disque. J'ai fait un jour pop dessus, c'était un de mes premiers, donc vous pouvez aller quand même le réécouter, parce que c'est le numéro 3, je crois, et je parle vraiment de cet album, et à quel point, en tout cas, il s'inscrit aussi dans une démarche féministe de la part de Beyoncé. Et ensuite, il y a eu cet album Lemonade, dont je vous ai parlé juste avant, qui est un condensé de tout ça. C'est aussi un album très authentique, parce qu'elle parle frontalement, par exemple, des infidélités de Jay-Z, elle parle de son rôle de mère, enfin bref, c'est pour moi un des plus grands albums pop. Alors bon, dans la pop on met beaucoup de choses, du R&B, etc. Mais bon, en termes de pop star, en tout cas, c'est un album qui est pour moi très fort, et je vous cache pas que j'ai assisté au Formation Tour la même année au Stade de France, et qui pour moi reste un spectacle incroyable, vraiment un des meilleurs shows pop que j'ai pu voir. Bref, et Beyoncé, elle a décidé, en tout cas à partir de cet album-là, non pas de délaisser le féminisme, mais de se tourner vers une réappropriation, en tout cas, de la culture afro-américaine. Et après ça, il y a eu le show à Coachella, Beychella, en 2018, je crois. Oui, elle devait le faire en 2017, mais elle a été enceinte, donc elle a reporté en 2018, où il y avait, pareil, une fanfare américaine avec
que des personnes noires aussi pour leur donner de la visibilité. Donc il y a un vrai parti pris de la part de Beyoncé. Ensuite, il y a eu la BO du Roi Lion qui avait aussi une grosse influence africaine, évidemment. Il y avait aussi cette chanson Black Parade qu'elle a sortie peu ou prou au moment des émeutes, Black Lives Matter, George Floyd, etc. C'était au moment de la pandémie. Donc Beyoncé est une artiste consciente, une artiste sérieuse. Et c'est peut-être ça, finalement, le point négatif que je trouve concernant Beyoncé. Beyoncé, aujourd'hui, on ne la voit plus. Beyoncé, elle ne donne plus d'interviews, elle ne fait plus d'apparitions, quasiment plus d'apparitions publiques, elle ne fait plus de performances en dehors de ses concerts, elle ne fait d'ailleurs même plus de clips, voilà. Beyoncé, elle sort ses chansons et il y a un attrait médiatique derrière qui fait que on parle d'elle parce qu'elle continue de fasciner de par aussi ce positionnement politique, de par le storytelling qu'il y a derrière et de par aussi une énorme campagne marketing parce que Beyoncé, c'est un blockbuster. Mais qu'est-ce qui reste finalement des chansons de Beyoncé ? Beyoncé, de toute façon, aujourd'hui, elle fait plus de tubes. Clairement, c'est plus du tout, en tout cas, ce qui guide sa carrière. Elle fait plus de chansons populaires, Beyoncé. Voilà. Vous écoutez Renaissance, il y a Break My Soul qui a marché, il y a Cuff It qui a marché parce qu'il y a eu derrière une trend TikTok, et Renaissance, il est déjà un peu plus léger que ce qu'est Cowboy Carter. Parce que Cowboy Carter, en l'écoutant, on se dit, wow, déjà la première chanson, American Requiem, une sorte de Bohemian Rhapsody à la sauce afro-américaine country, si je caricature. C'est bien lourd, on en prend plein les oreilles, et c'est aussi un peu snob quand même. C'est-à-dire qu'on se dit, wow, là, on n'est pas parti pour passer un moment un peu léger avec hi-ha, on fait de la country, quoi. Il y a un peu de ça dans l'album quand même, voilà. Mais le ton est donné que ce sera quand même un album sérieux. Et c'est vrai qu'en écoutant cet album, j'ai l'impression d'écouter un très bon disque. Alors vraiment, les productions, l'écriture, l'interprétation de Beyoncé, tout est excellent, mais ça manque peut-être d'un petit truc. Et moi, ce que j'ai aimé, ce qui m'a interpellé, par exemple, c'est une chanson comme Bodyguard, parce que j'ai ce goût prononcé pour la pop musique, et il y a quand même un petit hook un peu pop dans cette chanson. D'ailleurs, je me demande si Taylor Swift fait les chœurs, parce qu'on dirait tellement que c'est elle en arrière-plan, mais bon bref, ça c'est autre chose. C'est globalement la seule chanson que j'ai trouvée un peu entraînante comme ça, en tout cas qui a capté mon oreille dans cette écoute. Et après, heureusement, un moment, il y a Dolly Parton qui arrive et qui m'a mis le smile. Parce que vraiment, c'est que la 5e ou 6e chanson. Enfin, c'est déjà beaucoup, mais heureusement que Dolly arrive et elle a ce côté... il y a ce côté chez Dolly Parton, il faut vraiment que je lui fasse un jour pop un jour parce que cette femme est juste incroyable, hein, disons-le. Où en fait, il y a ce côté où cette femme est une sorte de puissance de la nature où absolument, mais rien ne peut la heurter, la blesser. Elle est toujours debout, même pas le temps, parce qu'elle est toujours jeune, cette femme. Enfin, bref, elle est vraiment incroyable. Et elle a fait aussi des chansons incroyables, dont ce titre Jolene, qu'elle a fait dans les années 70, donc il y a plus de 50 ans désormais, qui a été beaucoup repris. Et elle fait cet interlude pour lancer sa chanson. Je trouve ça vraiment cool de la part de Beyoncé d'avoir invité Dolly Parton en introduction de la reprise. Et un truc qui est très drôle, c'est qu'elle dit « Hello Honeybee ». Déjà, petit clin d'œil à Téléphone, évidemment, avec Lady Gaga. Lady Gaga n'est pas dans l'album. J'espère un jour qu'on aura Téléphone par 2. C'est un souhait, mais bon. Elle est pas dans l'album, c'est dommage, mais bon, bref. Passons. Elle fait Hello Honeybee. Et tu sais, quand tu parlais de cette fille avec les good hair dans ta chanson, alors en référence au titre Sorry de Beyoncé, où elle parlait de Becky with the good hair, qui était une référence à l'adultère, en tout cas, de Jay-Z. Et Dolly continue en disant « Ah, ça me rappelle une fille aussi qui était coiffée un peu différemment, mais le ressentiment est le même. » Et parce qu'elle parle de Jolene qui était une fille qui avait en tout cas piqué le mec de Dolly à l'époque, et elle en a fait une chanson. Et la version de Beyoncé, moi, je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle ne reprend pas Jolene au mot près. Elle adapte Jolene
avec son caractère, avec son histoire. Et par exemple, Dolly, dans la chanson originale, elle dit « Pitié, Jolene, ne prends pas mon homme. I'm begging you, please don't take my man. » Et Beyoncé, elle, c'est l'inverse. Beyoncé, elle fait « Jolene, I'm warning you. Je t'avertis, ne pique pas, mon gars. » Elle a un côté femme puissante que Dolly n'avait pas à l'époque dans sa version qui était une complainte assez triste, assez mélancolique, ce qui est la country music de base. Hein. Beyoncé l'a tournée avec ses codes, avec son style, et ça en fait une nouvelle chanson qui est vraiment intéressante. Moi, j'aime beaucoup en tout cas le segment qu'il y a dans cet album, qui commence par Texas Hold'em, qui est le single, avec Bodyguard, Jolene, Daughter, et ensuite Spaghetti, qui est un titre un peu country rap qui est très intéressant. Ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai préféré, en tout cas, dans cet album Cowboy Carter, j'allais dire Cowboy Country. Cowboy Carter, qui n'est pas que de la country, hein, finalement, qui est un album de Beyoncé, c'est ce qu'elle disait d'ailleurs dans son postulat quand elle a annoncé l'album. C'est un album de Beyoncé avec des infusions de country, mais il y a tout un mélange de styles qui font aussi la richesse de l'œuvre de Beyoncé. Beaucoup de R&B, du hip-hop, de la country évidemment, très peu de pop finalement. Voilà, moi je sors ce titre Bodyguard qui est pour moi le plus catchy en tout cas de l'album. J'ai beaucoup aimé aussi le titre Levi's Jean qui est avec Post Malone, que je connaissais peu. Il y a le titre Yaya aussi qui sample les Beach Boys, qui est vraiment bien. Riverdance qui est écrit aussi par Ray. Voilà, Ray, mon album préféré de 2023. Je vous invite à découvrir Ray si vous ne la connaissez pas. C'est une artiste formidable qui est aussi une songwriter qui avait déjà, je crois, écrit pour Beyoncé. En tout cas, là, elle est sur l'album. Il y a aussi un duo avec Miley Cyrus. Donc ça, c'est aussi la bonne surprise de cet album parce que Miley aussi a puisé ses racines dans la country music. Et donc, je trouve ça... c'est une très bonne chanson qui s'appelle Two Most Wanted. Et c'est aussi très intéressant que Beyoncé se tourne vers des artistes qui ont aussi été beaucoup influencés par la country. Alors, Post Malone, je suis moins familier avec son œuvre, donc je pourrais pas trop en parler. Par contre, Miley, évidemment que c'est une artiste bien sûr pop, mais qui a ses racines dans la country music. Sa marraine, c'est Dolly Parton. Elle avait sorti un album qui était... C'est pas son meilleur, hein, qui s'appelait Younger Now, qui était aussi pas mal porté et infusé par la country music. Donc, Beyoncé, elle s'entoure d'artistes country. Il y en a beaucoup aussi. Il y a le titre Blackbird aussi, qui est une reprise des Beatles, qu'elle fait aussi avec des artistes afro-américaines issus de la scène country. Donc cet album, il est très riche. Il est très riche de collaborations, il est très riche d'influences, il est très riche de style aussi, évidemment. Mais quand on arrive à la fin, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on se dit? Je l'ai pas relancé. Voilà. Pour tout vous dire, je me suis pas dit waouh, j'ai pris des claques sur claques sur claques. À la fin de l'écoute, je me dis bon, j'ai écouté un bon album. Vraiment, c'est un bon album, un peu long, mais avec un début, un milieu, une fin, un propos. La dernière chanson fait aussi écho à la première, donc il y a une vraie construction, il y a une vraie harmonie. Donc d'un point de vue image, cet album, c'est une grande réussite. Enfin, moi, j'ai vu un peu les articles qui sont sortis, les Inrecuptibles qui disent que c'est un chef-d'œuvre, Télérama, etc. Enfin, Beyoncé a réussi, en tout cas, sa transformation en artiste respectable. Voilà. Il lui manque juste le Grammy de l'album de l'année. Ça, c'est un peu la rengaine. Elle l'a pas eu pour Renaissance, elle l'avait pas eu pour Lemonade, c'était Adele qui l'avait eu pour Lemonade. Il y a, je crois, en tout cas de la part de Beyoncé, une vraie volonté d'être légitime de ce point de vue-là, et j'ai l'impression aussi qu'elle fait de la musique pour ça. Enfin, que ses sorties sont maintenant faites pour ça, pour asseoir une légitimité, pour asseoir aussi un héritage. Au détriment, je trouve, du public, en tout cas du public, de l'aspect populaire que pouvait avoir Beyoncé, parce que elle a, je trouve, délaissé cet aspect-là dans ses choix, dans ses chansons en tout cas. Beyoncé est devenue une artiste inaccessible, une artiste
vraiment à laquelle il est très, je trouve, difficile de s'identifier. Et je parle en tout cas en étant fan de Mylène Farmer. Donc le fait qu'elle ne fasse pas de médias, qu'elle soit très discrète, etc., c'est pas forcément quelque chose que je trouve dérangeant. Ce que je trouve dérangeant, c'est que c'était pas dans son ADN de base, ça l'est devenu, et qu'aujourd'hui, Beyoncé, c'est une artiste distante, c'est une artiste qui se livre pas non plus vraiment dans ses chansons, parce que elle a pas des titres où elle distille comme ça quelque chose, mais les titres de Beyoncé, quand on regarde les crédits, ça fait peur. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, 15 personnes sur une chanson. C'est vraiment une production industrielle de la musique. Il y a cette ambivalence-là où je vais faire un comparatif avec une autre artiste qui est vraiment au top aujourd'hui, c'est Taylor Swift. Taylor Swift réussit parfaitement à avoir cet aspect proche de son public, parce que Taylor Swift, elle fait ses chansons à 2 ou 3 ou 4 personnes, et ça se ressent. Et ça se ressent aussi, Beyoncé, c'est une grosse machine pop. Et donc cet aspect authenticité et production industrielle, je trouve, ne matche pas quand il s'agit de Beyoncé. Et il marche quand il s'agit, en l'occurrence, de Taylor Swift, parce que c'est dans des artistes qui remplissent des stades à l'échelle internationale, ce sont les deux femmes qui ont ce succès-là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je les compare, mais je les oppose pas non plus. Et justement, c'est là toute l'ambivalence du sujet, c'est-à-dire que Beyoncé, aujourd'hui, je trouve qu'elle n'est plus populaire, mais elle n'a jamais été aussi populaire qu'elle ne l'a jamais été. Ses tournées sont des succès incroyables, elle fait des chiffres de streaming, enfin les albums font énormément parler, mais est-ce que les chansons restent ? Ça, c'est tout le sujet. Beyoncé a 20-25 ans de carrière. Aujourd'hui, on va voir Beyoncé comme on va voir les Rolling Stones, comme on va voir Madonna, c'est-à-dire on va la voir pour ses succès. Les succès qu'elle a possiblement aussi qui ne correspondent plus à ce qu'elle essaye de vendre et de proposer. Par exemple, Single Ladies, les gens qui payent pour aller la voir au Stade de France, qui payent très cher. Personnellement, je ne suis pas allé au Renaissance Tour parce que je trouvais que c'était beaucoup trop cher pour une place de concert. Donc du coup, les gens payent quand même une somme pour aller voir des tubes qu'ils connaissent. Finalement, ils ont un album qu'ils connaissent pas. En l'occurrence, Renaissance. Il faut aussi avoir cette réalité-là que les gens qui vont voir Beyoncé, ce ne sont pas que des die-hard fans qui traînent à longueur de journée sur Twitter pour la défendre contre les vilains fans de Taylor Swift. Non, ce sont des gens qui ont envie de se payer une part de pop, de rêve américain, d'artistes incontournables, j'allais dire incroyables, mais c'est le cas aussi. Et finalement, Beyoncé, elle propose quelque chose alors, qui va beaucoup plaire aux fans, et tant mieux, mais qui va aussi laisser de côté un public un peu plus lambda, parce qu'elle délaisse aussi cet aspect pop de sa carrière. Alors, il y avait des tubes dans la setlist du Renaissance Tour, mais j'ai surtout en tête des retours de gens qui disaient... c'était super, mais je connaissais aucune chanson. J'ai en tête une story de Maëva Guénam au stade Vélodrome qui dit qu'elle trouve ça génial, mais qu'elle connaît aucune chanson. Enfin, bref, je pense que quand vient le moment de citer Maëva Guénam, c'est qu'il est peut-être temps de mettre fin à cet épisode. Je sais pas si je vous ai avancé, en tout cas, sur le sujet Cowboy Carter, finalement, si ce n'est que je suis moi-même, en tout cas, très... j'allais dire perturbé, n'exagérons pas, mais très ambivalent en tout cas sur le sujet de cet album, qui est d'un côté un très bon album, mais qui d'un autre côté n'est pas un album finalement très attachant. On a plus l'impression d'assister à une démonstration qu'à une création. Voilà, c'est peut-être un peu dur, qui suis-je pour dire ça ? Je sais pas, un simple petit podcasteur de pop musique, mais c'est un album que j'aime bien écouter en fond, en fait, voilà, pour tout vous dire. Et c'est peut-être ça finalement qui est peut-être le plus dur dans le jugement que je fais de cet album, c'est que je trouve que l'écouter comme ça, de façon sérieuse, avec ses écouteurs, machin, c'est pas le plus agréable. Mais par contre, en fond, en musique de fond, en musique d'ambiance, il est très agréable. Donc de là à dire que cet album est de la musique d'ascenseur, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait mon ménage dessus dimanche et j'ai passé un bon moment. Voilà. Donc
Voilà, c'est pas un titre aussi accrocheur que Les Inrecuptibles qui disent que c'est un chef-d'œuvre, mais je dirais que c'est un bon album pour faire le ménage. Je ne sais pas en tout cas ce que sera l'avenir de Beyoncé, ce que sera aussi l'acte 3 de ce projet. Si j'ai un souhait à émettre, j'espère que Beyoncé reviendra peut-être vers des sonorités R&B un peu plus légères. Je pense que c'est mal barré, que ça ne m'intéresse tout simplement plus. Et si je devais finir, je dirais que cet album finalement m'a plus donné envie de réécouter l'album 4, l'album 4, que j'avais pas écouté depuis très longtemps. Et voilà, le but c'est de pas trop écrire cet épisode. J'ai quand même écrit un peu des idées que j'avais envie de vous transmettre. Je me suis dit, mais en fait, finalement, l'album le plus intéressant de sa carrière après Lemonade, c'est 4. Et je l'ai réécouté. Et je vous invite vraiment, si vous le connaissez peu, ou si vous êtes passé à côté, ou si vous l'avez mal jugé, à y retourner parce qu'il y a des pépites. Il y a vraiment des pépites. Il y a le titre School in Life qui est absolument incroyable. Il y a le titre I Was Here qui est vraiment une de ses meilleures ballades pour moi. Love on Top, je m'en lasse pas, évidemment, c'est devenu un classique. Countdown, End of Time, enfin, je les ai déjà cités. Voilà, j'espère que cet album, je pense qu'elle l'aime beaucoup parce qu'elle l'a refait pas mal sur scène. Allez écouter For. Allez écouter aussi Cowboy Carter, hein, évidemment, et dites-moi, je suis très curieux aussi d'avoir votre avis sur cet album-là. Donc, mes DM sont ouverts, mes commentaires, mes TikTok, mes Twitter, enfin ça j'ai dit au début de l'épisode. Et puis, va se retrouver très vite pour un autre jour pop qui n'a rien à voir, quoique. Je travaille sur un groupe qui a vraiment laissé un impact incroyable sur la pop musique. Et si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, je peux vous le dire, ce sera ABBA. Donc, je suis en train aussi de préparer l'épisode sur ABBA. Donc, j'ai hâte aussi de vous le proposer. Et puis voilà, merci en tout cas d'être toujours plus nombreux à m'écouter. Le mois de mars 2024 a été le mois où j'ai eu le plus d'écoute depuis le lancement du jour pop, donc c'est beaucoup trop cool. Merci en tout cas à vous et bienvenue à ceux qui découvrent l'émission. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour échanger, on se retrouve sur le podcast pour m'écouter raconter mes histoires. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit commentaire sur Spotify. Et dans Spotify, je crois qu'on laisse pas de commentaires, on laisse des étoiles. Et sur Apple Podcast, on laisse des étoiles et des commentaires. Donc voilà, je lis tout et ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours. Voilà, je vous souhaite une bonne journée si vous êtes dans les transports. Je vous souhaite une bonne nuit si vous êtes dans votre lit. Je vous souhaite un bon retour si vous êtes dans un train. Bref, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Tick tock, tick tock, tick tock. What you waiting for?